tous. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions en cours de route. Il se peut que j'ai des éléments qui soient un peu trop contextuels et donc n'hésitez pas à me demander une explication. Ça pourra exister. Alors, le troisième élément que vous voyez là-dessus, Expert Synapse, ça veut dire qu'à la SNCF, la recherche, c'est pas récent. Ça date des années 1870. On est parmi les premières entreprises à avoir eu dans le ferroviaire des équipes de recherche. À l'époque, c'était plutôt des bureaux d'études. Au sein des bureaux d'études, un certain nombre de personnes se sont mis à travailler avec des chercheurs. Ça a toujours existé, mais là de manière systématique. Et la recherche, la direction de la recherche et de la technologie existe très exactement depuis 1900. Donc on est une très grosse équipe de recherche, on est une centaine en centrale, en corporate, mais dans le groupe on est à peu près 600 à faire de la recherche et là-dessus 300 à peu près sont qualifiés d'experts Synapse. Alors pour vous situer, un expert Synapse niveau 1 c'est un postdoc. Les jeunes doctorants qui rentrent dans l'entreprise qu'on ne veut pas perdre sont experts Synapse niveau 1. Le niveau 4, c'est expert leader mondial. Ce sont des gens qui sont keynote speakers dans les très grands colloques. Et là, c'est plutôt sur la technique, c'est sur l'alimentation électrique, sur le rail. On n'en a pas trop en management. C'est pas trop, même si on manage quand même pas mal, ce n'est pas notre créneau. Alors, deuxième élément de contexte pour la SNCF, on est 255 000 dans le groupe SNCF, on est quand même une grosse entreprise. Et là-dedans, dont je vais vous parler, j'ai travaillé, en 2016, on aura travaillé avec tous les secteurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a 5 grands métiers, il n'y a pas que le métier voyageur, il y a un métier logistique, il y a un métier maintenance, il y a un métier immobilier, et il y a un 5e métier qui est plutôt un métier système d'information. On vend plein de choses à l'extérieur. Donc on aura au fil des projets travaillé avec à peu près tout. Alors, premièrement, pourquoi, après avoir une telle tradition de recherche, pourquoi tout d'un coup on s'est dit qu'il fallait faire autre chose? Après 150 ans de recherche, qui a plutôt pas mal marché, on n'est quand même pas une entreprise on est une entreprise qui a quand même un petit peu innové au fil du temps, mais on est arrivé à un point où ça ne marchait plus. En gros, la direction générale se posait même la question de supprimer la recherche. Pas mal d'entreprises françaises ont eu ce devenir-là, ont supprimé les équipes internes. On est parmi les dernières entreprises à l'avoir. Donc il a fallu se régénérer et faire autre chose que ce qu'on faisait habituellement. Alors, le point de départ, ça a été Autolib en 2009. Pourquoi je le marque? Ce projet, en gros, ça a été l'idée d'avoir une approche d'autopartage à Paris, quelques milliers de voitures dans les rues de Paris, et on a fait une proposition, Avis, Vinci, RATP et SNCF. J'étais le chef de projet, mais à l'époque j'étais encore à la RATP, puisqu'avant la SNCF j'ai été 25 ans à la RATP, et le chef de mission SNCF a trouvé que la méthode était intéressante et comportait quand même des éléments permettant de dire ça nous intéresse pour ce qu'on est en train de faire à la SNCF, vu que la R&D est en fin de cycle. Pourquoi elle était en fin de cycle? Parce que les objets sur lesquels elle travaillait ne marchait plus. Quelque part, il y a eu un audit qui a convenu dans ses conclusions sur le fait qu'il fallait fermer la R&D. Vous imaginez le traumatisme pour l'équipe. C'était de dire, ce que vous faites, la formule qui est employée, vous vous comportez comme le CNRS du ferroviaire. Vous n'êtes pas le CNRS et vous êtes en entreprise et vous vous comportez comme des chercheurs parfois un peu déconnecté j'en vois qui sourit, M. d'Hydro-Québec, vous avez déjà dû entendre ce discours-là, le CNRS a l'INRS ici, mais c'est l'équivalent. Donc l'idée là-dedans, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à faire de la recherche tout en étant beaucoup plus dans la vie de l'entreprise. On a eu, donc là-dedans, ce travail qui a consisté à dire il faut peut-être faire autrement. Et vous verrez au fil du débat, comment la conception innovante, au-delà de cet impact de départ qui a été de dire il faut faire autre chose, comment ça s'est développé. Dans le premier lab qui a été fait, donc vous verrez ce que c'est un KCP, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est cette méthode. Au-delà d'Autolib, ça a été de dire en 2010, je n'étais pas encore à la SNCF, c'était sur toute la maintenance de l'infra en zone dense, ça veut dire 50 000 personnes, sur lesquelles il fallait faire moins de 30% en termes de coûts de production, faire de l'innovation, parce que grosso modo, on nous expliquait qu'il fallait tout sous-traiter, qu'en gros c'était toujours mieux ailleurs. Vous verrez qu'au passage, on va critiquer un petit peu l'open innovation version naïve, et il fallait faire autre chose. Donc cette maintenance a été faite à l'époque avec l'équipe des mines, donc très clairement dans le groupe, il y avait Armand Actuel, pour ceux qui les connaissent, Benoît Velle et Pascal Lemasson, donc ils avaient quand même mis des gens plutôt solides pour faire cela. Je n'y reviendrai pas énormément, c'est juste pour vous situer le contexte. On était dans une situation de blocage fort, et 10 ans auparavant, à la RATP, c'était pareil. La RATP, à l'époque, était le plus gros exploitant de bus au monde, 4400 bus par jour, c'est quand même respectable. Or, l'innovation n'est plus en Europe.
Traumatisme. Encore une fois, l'innovation est au Brésil, à Curitiba. Ils ont inventé un truc complètement étonnant, un bus qui a des propriétés de train régional, 900 000 personnes par jour. Quelque chose de monstrueux avec que du bus. Donc la RATP s'est trouvé un peu attrapée, c'est là en se disant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et c'est là, à l'époque, qu'on a, on est passé à ce qui s'appelait la conception et vente et que le KCP a été inventé à l'époque. La SNCF, quelques années après, c'était la même chose. Donc là, je suis désolé, je pensais que, je le vois là, j'espère que vous y voyez, si ça va à peu près. Le mot-clé, c'est défixer. Là, je fais pas référence à Marine, mais quasiment quand même. Hein. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations nécessaires, moi je l'utiliserai en tant que terme d'entreprise, mais Marina Goguet a fait sa thèse là-dessus. J'imagine qu'elle vous en a parlé. Vous lui demanderez tous les renseignements possibles, imaginables là-dessus. Donc, quelque part, la première étape dans un KCP, les bonnes idées, ça n'existe pas. Les bonnes pratiques, ça n'existe pas. Nous, on se bat contre ça. En clair, nos ennemis, c'est les qualiticiens. C'est tout ce qui porte des procédures, au sens lourd du terme. C'est-à-dire des gens qui nous expliquent que quelque part, il y a une manière de faire qui est toujours la même. Quand on est là, on n'est pas dans l'innovation. Donc nous, là-dedans, l'idée, c'est de dire la bonne idée, elle ne naît pas comme ça. C'est pas quelque chose, c'est pas la créativité, c'est pas quelque chose qui va naître d'une manière hors sol. Deuxième élément, l'innovation de rupture, vous le voyez, c'est concurrentiel, ça c'est évident. Intensif, ça c'est relativement évident. Répété, ça l'est moins. Beaucoup d'entreprises ont longtemps considéré, on innove une fois et c'est suffisant pour 10 ans. Nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il faut innover de manière régulière. Ce n'était pas nos habitudes. Ce que vous avez en haut à droite, c'est le iPhone. Regardez, il y a une version tous les ans. Alors on peut le critiquer, on peut dire plein de choses, mais c'est de l'innovation répétée parce qu'on est dans une logique qui permet de toujours marquer une petite avance par rapport à la concurrence. C'est pour ça qu'on est allé à la SNCF sur les drones, j'en parlerai plus tard, et pour nous, la killer application, ce qui est en train de nous poser énormément de problèmes, c'est Elon Musk. Il n'a pas fait que la Tesla, il n'a pas fait que SpaceX, il est en train de faire Hyperloop. Vous avez entendu parler d'Hyperloop, j'imagine. 2016, 2 sites de test, 400 km/h avec voyageurs, sur un anneau de 8 km et 1200 km sans voyageurs. Donc on n'est plus dans la science-fiction, il le teste en 2016. Donc pour nous, si c'est ça, ça veut dire que notre TGV, notre train à grande vitesse, ben, il est bon pour le musée. Ça nous pose quelques petits problèmes. Bon. Cette crise d'identité des objets, ça revient à dire que finalement, un iPhone, est-ce que c'est toujours un téléphone? Évidemment, c'est un téléphone, mais ça fait plein d'autres choses. Hyperloop, est-ce que c'est toujours un train? Évidemment, mais ce n'est pas qu'un train. Au-delà d'aller vite, la manière dont ils vont concevoir les capsules, vous regarderez sur Internet le projet qui a été gagné par les étudiants du MIT, on n'est pas dans un train traditionnel à bord. C'est un truc absolument incroyable. Donc ça nous intéresse, Franck, pour Tech4Ride, tu vois ce dont je veux parler. Donc ce qui veut dire que là-dedans, ces nouveaux produits-services, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes fonctions, pas les mêmes compétences et probablement pas les mêmes sciences à mobiliser. Nous, on était habitués à des sciences du rail. Là, Hyperloop, c'est un tube à demi-vide. Vous connaissez le principe. C'est un principe. En gros, il faut un tube à vide, on a une poussée et de l'autre côté, on a une aspiration qui permet de faire qu'une fois que la première impulsion a été donnée, après, le mobile accélère et il arrive à plus de 1000 km/h. Donc, ce n'est pas les mêmes sciences. Nous, on a des gens qui sont habitués à faire de l'interaction roue-rail. Là, désormais, il n'y a plus de roue, il n'y a plus de rail. Donc, comment on fait ? Nouveau système de conception-production, ça veut dire qu'on ne pilote pas l'innovation de même nature, enfin l'innovation ne se pilote pas de la même manière quand on est sur un produit-service, un train bien configuré avec une gare, ce qu'on connaissait depuis 150 ans, et là quand on est dans des choses mixtes où ça mélange des choses, où finalement ils sont même en train d'inventer un Hyperloop, où la capsule pourrait sortir du tube et pourrait devenir un véhicule routier ensuite. Donc quelque chose où vous ne quittez même plus la capsule. Vous imaginez, on n'est plus dans la même chose. Ce qui veut dire que pour ça, notre conclusion a été de dire il faut faire autre chose que ce qu'on faisait précédemment. Cette démarche structurée, ce n'est pas la créativité. Alors là, je vais être volontairement lapidaire. Ça demanderait un débat un petit peu plus long. Donc permettez-moi d'être un petit peu lapidaire là-dessus. Ce n'est pas la créativité parce qu'on ne cherche pas à faire de l'élargissement sauvage. On a tous fait la créativité. On couvre les murs d'idées, après on ne sait pas quoi en faire. On n'arrive pas à les hiérarchiser, on ne sait pas trop quoi en faire. Ce n'est pas non plus du problem solving. Là, on va rester sur des micro-problèmes. Si on remonte d'un cran, peut-être que le problème sur lequel on travaille, ce n'est pas le problème. Il faut remonter d'un cran et faire autre chose. L'innovation, ce n'est pas du problem solving. Ce n'est pas de l'innovation participative. Ça, c'est du management. C'est la boîte à idées, ça existe, c'est important. Toutes les entreprises en ont, la SNCF en a et on le garde, mais on n'est pas dans l'innovation, même si on accole à ça le terme d'innovation. Ce n'est pas non plus du design thinking.
qui est plus adapté à des approches produits-services, qui est moins adapté dans des domaines industriels et moins adapté quand on cherche à reconcevoir un écosystème industriel. Donc, quelque part, le mot d'écosystème que je viens de prononcer est un mot clé, au-delà de défixation. Ce n'est pas un écosystème à constituer, c'est parfois à reconstituer absolument complètement. Ce n'est pas la même chose. En interne, on ne travaille pas les mêmes ingénieries. On a eu des blocages sur des projets parce que des ingénieries, non pas ne voulaient pas travailler ensemble, mais c'était des histoires de hiérarchie d'ingénierie. Dans les entreprises très industrielles, vous avez des hiérarchies. Jusqu'à présent, pour nous, au sommet, c'est le matériel roulant. Ensuite, le génie civil et les télécoms étaient en bas. Or, désormais, c'est principalement les télécoms qui sont en train d'être sur le dessus de la pile. Donc, pour les ingénieries hystériques, j'allais dire, c'est quasiment un lapsus révélateur, mais historique, c'est un peu difficile à admettre de se dire qu'ils ne sont plus sur le dessus de la pile. En externe, parce que quelque part, on va être sur de l'apprentissage collectif d'une autre nature. On apprend autant de notre écosystème qu'il nous fait apprendre. Alors, ce que j'aurais pu rajouter dans les démarches structurées, c'est sortir de l'open innovation naïve. On sent que de plus en plus d'entreprises sont en train de revenir de l'open innovation naïve. C'est-à-dire, en gros, tout est mieux ailleurs. On va à l'extérieur et tout est bien, et en interne, c'est tous des mauvais. C'était à peu près ça, la manière dont certaines entreprises l'ont fait. Désormais, on s'aperçoit qu'il y a un retour en arrière là-dessus, parce que quand on va en externe, on va certes trouver des startups intéressants, des projets intéressants, mais quand vous voulez le réinternaliser, c'est un peu compliqué. L'ingénierie interne, elle n'attend pas après ça, et généralement, elle tue cette innovation venue de l'extérieur. Ça fait partie des problèmes qu'ont toutes les entreprises. Donc, à partir de là, cette théorie, cette méthode que nous avons utilisée, elle se situe, pour ceux qui ne le sauraient pas, un petit peu de pub pour les mines de Paris, dans le cadre d'une chaire, théorie et méthode de la conception innovante, qui a été créée en 2009 avec pas toutes ces entreprises, il n'y en avait que 5 à l'époque, mais désormais il y a un petit peu plus d'entreprises. Vous les voyez, c'est quand même des groupes importants, et j'aime bien citer Airbus, parce que Airbus est très clair, l'A380 est un demi-échec industriel. C'est une réussite, parce que c'est un bel oiseau, sauf qu'ils auraient dû le faire il y a 10 ans. À l'heure actuelle, il n'est plus adapté. Il est moins cher au prix à la place, 40% au prix à la place, sauf qu'il faut changer l'aéroport. Parce que l'oiseau il est beaucoup plus gros, pour qu'il atterrisse, il faut une piste qui est quasiment 50% plus longue que les pistes habituelles. Donc il n'y a que 20 à 30 aéroports dans le monde qui ont fait l'effort d'allonger les pistes de telle manière de finalement arriver à faire que l'A380 se pose. Donc Airbus se dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent, développer un avion comme ça, c'est 1,5 milliard d'euros. Alors en dollars, ça ferait du 2 milliards à peu près. Et quelque part, c'est un peu cher pour un oiseau qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc là, il se dit, il faut qu'on fasse de l'innovation de rupture d'une autre manière. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la chaire en se disant, on veut aller sur autre chose. Donc, quelque part, la théorie CK, je ne sais pas si tu leur en as déjà parlé un petit peu, Marie. Bon, alors, donc, la théorie CK, vous le voyez là, j'aurais pu en mettre en plus grand, c'est de dire concept knowledge. On ne dit plus connaissance, je suis désolé, au Québec, avec la loi 101, pour connaître un petit peu la problématique. Là, on parle de knowledge, j'en suis désolé, mais bon, pas mal de chercheurs français publient aussi beaucoup en anglais, donc voilà. Mais la théorie CK, ça consiste à dire que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de connaissances, des mètres cubes de connaissances, qu'on va innover. Au contraire, on va souvent se fixer un petit peu sur des ingénieries établies, sur des ingénieries qui diront toujours la même chose. C'est-à-dire chacun dans son coin et on gère des interfaces. Ça, on sait que ça ne marche pas. La partie C, ça consiste à dire que finalement, c'est une vision qu'on va produire, une vision du futur, une chimère, quelque chose qui va nous donner une frontière à franchir. Pour des ingénieries, c'est important. Et pas que pour des ingénieries, pour le marketing, pour toutes les entités d'une entreprise, vous donnez envie d'innover si les gens se disent, il y a une frontière et je veux aller au-delà. Ça, c'est important. La première chose, probablement qu'elle est là-dedans. Et à partir de là, ce concept quelque part, ce C0 qu'il y a en haut, ce concept d'origine, s'il est suffisamment motivant, les gens vont avoir des idées. Vous voyez que c'est sous forme arborescente. Je ne développe pas plus à ce moment-ci cette logique arborescente, mais vous verrez que c'est une arborescence logique qui permet par un certain nombre de découpages, on appelle ça des partitions, d'arriver finalement à un moment donné à avoir des idées un peu différentes. Vous en verrez des exemples après. À quoi ça sert? Deux choses principalement. D'abord, interpréter, comprendre l'innovation, c'était l'ambition de départ de l'équipe des mines. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement de conception? Comment on innove? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et deuxièmement, générer des idées, une autre méthode de créativité, pas au sens atelier de créativité classique, on y reviendra, mais quand même un petit peu dans cette logique-là. Alors, je me suis amusé parce que j'en avais marre de mettre le poisson volant.
parce qu'il y a les mines depuis 2003, il y a un exemple canonique, le poisson volant, le bateau qui vole. Voilà, en gros l'idée c'était, voilà, depuis 2003, donc je me suis amusé à le faire sur autre chose, sur Lego. Interpréter la trajectoire de Lego en mode CK. Ça veut dire que quelque part, l'idée de départ, c'est un menuisier qui était en train de faire faillite dans les années 30, grande crise, et qui se dit je vais faire autre chose. Je sais faire du bois, donc je sais faire des jouets, et c'est comme ça qu'il a créé des jouets en bois. Donc, première connaissance dont il disposait, c'est la menuiserie. Les connaissances établies, c'était ça. Rapidement, il a fait le tour de son marché, il n'arrivait plus vraiment à vendre des choses, donc il s'est dit il faut que j'aille plus loin. Donc, première extension de connaissances dans les années 60, les plastiques. Vous imaginez un menuisier qui s'intéresse à la plasturgie, ce n'est pas la même manière de raisonner. Il a fallu qu'il achète des compétences. Vous aurez les slides, et je vois que vous les photographiez, je vous les laisse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de secret de fabrication, le PDF est dessus, je vous les laisse. Si vous les photographiez à chaque fois, vous allez avoir du boulot. L'idée, la première extension, ça a été de se dire, c'est plus le même métier, je vais chercher autre chose. Donc vous voyez, c'est la branche de gauche, c'est les briques que vous connaissez sur Lego, ils les ont créées dans les années 60, 58 très exactement. Et ainsi de suite, ils ont intégré de nouvelles connaissances qui leur ont permis de tirer des fils et finalement d'arriver à quelque chose. C'est plus vraiment le jouet de départ. Vous voyez en bas, le cinéma, ils étaient avec la Factory, ils étaient dans l'idée, j'en participais, je crois, à Toy Story, etc. Ils sont dans quelque chose où finalement, par extension de connaissances, en achetant de nouvelles ingénieries, ils ont pu faire de l'innovation. Ce qui veut dire que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, s'ils étaient restés avec leurs connaissances établies, avaient toujours les mêmes qu'en interne, ben, ils auraient fait la première ligne et c'est tout. Alors beaucoup d'entreprises disent « ouais, c'est bizarre, j'ai une équipe de recherche, j'arrive pas à innover ». Ben oui, mais si vous avez toujours les mêmes connaissances que vous n'étendez pas, vous direz toujours la même chose. C'est naturel. Hein. Donc quelque part, pour tirer des fils, comme vous le voyez là, ben, il faut aller chercher des ingénieries différentes. Alors ça m'a amusé de le faire sur Lego, c'est sans garantie du gouvernement au sens que c'est un travail, un travail histoire justement d'arrêter de parler du bateau qui vole. L'idée a été pourquoi le bateau qui vole? C'est Tabarly qui s'est posé la question, je veux gagner des courses, comment je peux faire? Donc il a étudié le poisson volant, l'ULM, etc. Et ça a été les bateaux avec les premiers foils. Et ensuite il y a eu Yves Parlier qui lui a fait l'hydroptère, vous l'avez peut-être vu. Lui il a pris deux autres métaphores. Il a pris la libellule, un animal avec un tout petit corps, pas puissant, des grandes pattes et qui va très très vite. Et deuxièmement, ce qu'il a fait, Parlier, c'est qu'il est allé chercher quelque chose pour avoir des mâts beaucoup plus hauts. Et en gros, le mât, désormais, c'est une aile d'avion. Donc il a travaillé avec Dassault Aviation. Des mâts sont un petit peu ovalisés, ils sont beaucoup plus hauts, et c'est une aile d'avion, c'est plus un mât de bateau. Donc c'est plus la charpente de marine. Donc, le charpentier de marine qui fabriquait les coques, ben, maintenant c'est de la plasturgie. Celui qui fabriquait les mâts, ben, c'est plus lui qui les fabrique, où il est obligé de s'adapter. Donc voilà, à force d'en parler, je me suis amusé à vous le mettre. Donc désormais, le deuxième élément, et ça date de 2003 très exactement, la théorie CK, si vous vous rappelez au départ, était faite d'abord pour interpréter. L'équipe des mines s'est posé la question, pourquoi une entreprise innove et pas une autre? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise innove? Comment ils raisonnent? Comment ils font? L'étape suivante, en 2003, avec Arma Actuel, ça a été de dire le bus à la RATP est en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on a inventé le KCP. Alors le D, il y a un petit trait, parce que la phase D n'est pas une phase en tant que telle. Toi, tu parlais d'initialisation, de I, il y a tout un débat là-dessus, mais elle est quand même importante, on y reviendra. Alors la phase K, c'est plutôt que de dire, vous voyez en haut, le CK, on appelle ça un carré de la conception, c'est-à-dire on part de K pour aller danser, enfin on a un réseau là-dedans, je vous laisse, je n'ai pas le temps de l'expliquer là, mais l'idée de passer à un KCP des ateliers d'innovation a été de dire qu'il faut linéariser. Expliquer le CK à des ingénieries, c'est pas simple. Parce que, quelque part, c'est pas toujours un raisonnement dans lequel ils rentrent facilement. Le KCP, ils y rentrent très facilement. On a une phase où on se dit, on va aller chercher des connaissances ailleurs que nos connaissances habituelles. Ensuite, on va faire une phase de conceptualisation, ça ils comprennent bien. Après, on va faire une phase de piste de solution et de proposition, ça passe très facilement. Expliquer le CK, à la limite, c'est presque plus facile après avoir fait un KCP. Avant, c'est un peu compliqué. Bien, donc quelque part, une fois qu'on a planté le décor, mais vous verrez qu'on va aller sur des éléments plus précis, dont je ne le détaille pas, vous le verrez réapparaître à plusieurs reprises, c'est vous dire finalement, à la SNCF, qu'est-ce qui s'est passé. 2009, donc l'audit R&D qui dit ça ne va pas du tout, Autolib, et voyez, depuis, on est à une cinquantaine de KCP. Et vous verrez qu'ils ont pris différentes formes. À la RATP, on en a fait une dizaine.
les 3 grands thèmes sur lesquels je vais essayer aujourd'hui de pousser mon raisonnement. Le premier, c'est que ça permet de faire la production, et pour nous, c'est un vrai métier. C'est ce qui différencie d'autres méthodes d'innovation. On a plutôt un animateur en créativité, avec un minimum de formation, n'importe qui peut le faire. Là, ce n'est pas le cas. Dans mon équipe, en gros, c'est 6 mois en double commande avant de pouvoir animer un atelier KCP. Il faut en gros 1 an pour être à l'aise là-dessus. C'est quand même une technique, une manière de faire qui est quand même un peu particulière. Mais vous verrez qu'on travaille avec les ingénieries sous des couples, on appelle ça méthode de métier. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus aguerri en méthode et quelqu'un qui apporte une vision métier. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu les deux. Donc cet aspect de métier, on y reviendra à plusieurs reprises, c'est de dire, quelque part, il faut maîtriser au-delà du CK des méthodes de relations à un groupe qui sont un peu particulières. L'intérêt de la SNCF, c'est que c'est des entreprises où ça bouge. Donc en 2011, j'ai eu la chance de créer cette équipe-là, et en 2015, pour différentes raisons, vous savez, les gens bougent dans les entreprises, de pouvoir la refonder, c'est assez sympa, parce que en même temps, on peut arriver à faire autre chose, essayer de faire autre chose. Toi, tu as vu une partie de mon équipe avec Milena, etc. Mais on est en train d'aller sur autre chose et peut-être de se donner d'autres enjeux. Les extensions que nous avons faites, au-delà de faire des ateliers, des formations. La première formation faisait 2 jours, c'était sensibilisation. Elle a tellement bien marché qu'on est à 5 jours. D'ailleurs, tu as participé à la conception de la nouvelle formation. Et maintenant, on va passer à des MOOC. Parce qu'on a tellement de demandes, au Massive Online Course aussi, je ne sais pas comment ça se dit ici, vous dites pareil aussi, parce que je ne sais pas, il y aurait peut-être une version francisée de la chose, mais le MOOC Conception Innovante, parce qu'on a des demandes à l'heure actuelle allant de 500 à 1000 personnes qui ne veulent pas participer aux 5 jours, mais qui ont envie d'entendre parler de cela. Diffuser une culture innovation, c'est de dire les experts Synapse, il y en a 300. Le président de la SNCF a décidé de former les 1000, le top management, les 1000 premiers à la conception innovante. Donc on ne va pas pouvoir le faire, nous, avec nos petits bras. Il va falloir qu'on invente autre chose, d'où l'idée des MOOC. Le développement, parce qu'on est toujours dans une logique qui se veut la recherche-intervention. Ça, c'est important. En général, dans l'innovation, on confie ça assez souvent à des entreprises externes, souvent des consultants. Là, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre l'utilisation de consultants, mais en même temps, d'endogénéiser au maximum. Pour moi, alors là, vraiment, c'est une conviction, l'innovation, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Confier en externe l'innovation, pour moi, c'est quasiment un crime contre l'humanité ou contre l'entreprise. C'est une erreur absolue. Un consultant externe ne peut pas connaître l'entreprise comme nous la connaissons. Par contre, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc évidemment, il faut trouver un équilibre. Il faut qu'on garde la maîtrise. C'est important. Donc là, on travaille avec la chaire des mines, mais aussi avec le cercle de l'innovation de Paris-Dauphine et aussi avec l'équipe de Christophe Midler à Polytechnique. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez vu ici, donc conception innovante à la SNCF, sur en gros 5 ans, on a un petit peu progressé, mais ce qu'on a réussi, je pense que si on a réussi quelque chose, c'est d'installer l'idée d'une 3e gouvernance. Historiquement, les entreprises ont une première gouvernance sur les processus. Pour nous, il faut que les trains tournent et qu'ils soient réparés. C'est la moindre des choses. Quand même, il faut quand même que ça tourne et qu'a priori, ça tourne à peu près correctement. Ça, c'est les fondamentaux de l'entreprise. Quand on ne sait pas gérer un process en général, c'est 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Il détecte un problème, il finit la boucle et après on gère le problème. Là, gérer en projet, ça veut dire on manage des choses en mode projet, donc en mode management de projet classique, en dehors, ce que l'on appelle de la conception réglée. Et la 3e dimension de l'innovation, ce que j'espère faire passer comme message, c'est que ce n'est pas la même chose que le management de projet. Avant d'être en innovation, j'ai dirigé une équipe de management de projet. Je me suis acharné à mettre de l'innovation là-dedans, et je peux vous dire que ça ne marche pas. Parce que le triplé performance-coût-délai, ça vous lie tellement les mains que de toute façon, en management de projet classique, c'est totalement impossible d'innover. L'innovation en mode projet, c'est excessivement risqué, voire impossible. Donc la 3e gouvernance, c'est il existe des choses qui ne font pas partie des processus, qui ne peuvent pas être managées en projet classique et qui requièrent une autre forme de gouvernance avec des caractéristiques un peu particulières sur lesquelles on va maintenant revenir. Ces mutations-là, ça veut dire que parfois, ça arrive, on va dire à une ingénierie, clairement, c'est fini, on ferme. Parce que le métier que vous avez, ça ne marche plus. On va faire autrement. Ça a été l'électromécanique il y a quelques années, quand on est passé à l'électronique, etc. Donc ça a fait partie, vous imaginez, pour les gens qui sont dedans, c'est très très dur. Alors ça se gère sur des années. Mais des choses comme ça ne peuvent pas être gérées en mode projet classique, parce qu'on est dans des mutations souvent imprévisibles. Donc à partir de là, la gouvernance, nous, elle est appuyée sur 4 éléments. La direction innovation et recherche où je suis, nous, on est le bras armé, ceux qui faisons.
Au-dessus de nous, il y a le Innovation Board, qui est une extension, enfin, un sous-ensemble du COMEX, le comité exécutif. Le comité exécutif à la SNCF, ils sont 19. Et là, il y a 12 personnes qui se réunissent 3 fois par an, 4 heures, une demi-journée. Et leur travail, c'est de dire là-dedans, de piloter le plan stratégique d'innovation en disant on va là ou là. Et deuxièmement, de quelque part une analyse stratégique au sens de dire quels sont les nouveaux domaines, à l'heure actuelle pas dans les mœurs, où il va falloir qu'on aille. Pourquoi? Parce que le COMEX, lui, il va entendre parler d'une grève, d'un train en difficulté, en rase de campagne. Tout d'un coup, passer à quelque chose à 10 ans, 15 ans, c'est à peu près impossible. Du coup, notre président a souhaité qu'une partie des membres du COMEX se donnent 4 heures, 3 fois par an. Et là, ils ont le temps de plonger dans les projets d'innovation au sens structure. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer du temps et comprendre et aller en profondeur. Dans le cadre d'un COMEX, en consacrant une demi-heure ou 1 heure par an, c'est à peu près impossible. Et, dernier élément, ça c'est pas inintéressant, le conseil d'administration. On a réussi, maintenant ça va être sur une base biannuelle, leur passer un peu comme le bilan social, où on dit voilà la parité homme-femme, les effectifs, etc. Vous savez, il y a des lois qui imposent d'avoir un bilan social. Je ne sais pas si vous l'avez au Québec, mais en France on a ça. Et on essaie de pousser l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un bilan innovation. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté parce qu'elles arrêtent d'innover. Donc l'idée de ce truc-là, vous l'avez en haut à droite, c'est un document maintenant normalisé, au moins nous en interne, qui dit qu'est-ce qu'on fait en innovation. Donc voilà, la méthode, qu'est-ce qu'elle produit? On va rentrer ensuite dans des exemples. Elle a des résultats directs, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir des projets, de faire du delta C, donc du delta concept, de dire on ne fait pas la même chose qu'avant. On a dit voilà, le train il était comme ça, maintenant il va être comme ça. Il y a le train vintage, il va y avoir Hyperloop ou autre chose. Là-dedans, dans ces projets, on a 2 types de projets, ce qu'on appelle des quick wins, des quick learning, c'est-à-dire des projets à 6 mois. Alors on s'acharne à dire 6 mois, mais dans des entreprises à la taille de la SNCF, ce n'est jamais 6 mois, c'est toujours 1 an, on n'y arrive pas à 6 mois, mais bon, on dit 6 mois quand même, ça fait bien. Quick learning, c'est de dire il vaut mieux parfois faire 10 projets à 10 000 euros qu'un à 100 000. Parce que le projet à 100 000 euros, une fois qu'on l'a lancé, si on a perdu, si on s'est trompé dans le choix, ben on a perdu 100 000 euros. Dans l'autre cas, on fait ce qu'on appelle du quick and dirty. C'est-à-dire qu'on essaie différentes choses. Ça marche pas, on peut jeter, c'est moins cher, on le fait plus facilement. Le delta connaissance, c'est-à-dire en gros ce qui va nous permettre derrière d'aller plus loin, des choses qu'on ne peut pas traiter par des ingénieries établies ou dans le cadre d'études des projets. Alors j'ai oublié de dire, études des projets, c'est des choses que d'autres savent faire ailleurs, donc on achète les compétences, ou qui sont déjà faites, mais en termes petits projets qu'on va généraliser. L'autre côté, des recherches, des chiffres. Alors les chiffres, je ne sais pas, il y a l'équivalent ici. Voilà, ce sont des doctorats, des PhD, donc, qui sont cofinancés par le ministère de la Recherche et de la Technologie et l'entreprise, mais qui sont faits en entreprise. Donc c'est en moyenne, un lab, un KCP donne lieu à 2-3 thèses chiffres. C'est quand même pas rien. Pour la SNCF, on a à peu près une centaine de thèses en cours par an. Et le troisième, et ça pour moi c'est important, il n'y a pas d'innovation de rupture s'il n'y a pas eu acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles méthodes, s'il n'y a pas eu un changement des acteurs et l'organisation. Si l'organisation est la même qu'avant, on baptise ça de la rupture, mais ça n'en est que pour la communication, ça n'en est pas réellement. Les bénéfices indirects, vous verrez apparaître ces éléments-là, de nouveaux espaces de conception. C'est de dire, on a des projets, maintenance de l'infrastructure, ça fait 5 ans que le lab est fini, donc le KCP est fini, mais ça continue à travailler. Il y a des projets qui continuent, c'est-à-dire c'est devenu un groupe d'à peu près 80 personnes qui continuent à travailler, à développer des projets là-dedans. C'est-à-dire qu'on a créé l'idée que désormais la maintenance, il y a 5 ans ça a été fait, est un objet d'innovation. Avant, la maintenance, c'était la maintenance. On faisait comme d'habitude, on appliquait des normes. Maintenant, on se dit, ça peut même être un élément d'innovation. Et réenchanter l'activité d'ingénierie, c'est important. Alors, ingénierie au sens large. Ça peut être ingénierie sociale au sens ressources humaines, ça peut être ingénierie marketing. Sous le vocable d'ingénierie, il faut l'entendre au sens large, ce n'est pas que les ingénieurs. Donc, réenchanter, c'est important. Beaucoup trop d'entreprises sont restés dans des logiques, finalement, je fais toujours la même chose et les gens, ils n'ont pas très envie, ça ne fait pas très envie.
Donc voilà, là je ne le détaille pas, vous l'aurez sur le slide, ça sera plus lisible, là, je ne le détaille pas du tout. C'est de dire, c'est ce qu'on présente quand on le présente au grand chef pour leur dire, voilà, sur 6 ans à peu près, tout ce qu'on a fait. Vous voyez que plus on va vers la droite et plus il y en a. Là on arrive à un régime de croisière, une très grosse opération avec 80 à 100 personnes par an. Et en gros 10-12 opérations avec 30 à 50 personnes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail en disant que derrière ceci, il y a ceci. C'est-à-dire le CK d'origine. Ce que nous en avons créé, c'est à partir du KCP. On peut faire du KCP et on peut utiliser ça en mode CK plus direct. Alors, je ne détaillerai pas tout, mais je vous donnerai quelques exemples là-dessus. Le lab, c'est une fonction d'entreprise. C'est toujours porté par le COMEX. Si ce n'est pas porté par le COMEX, on refuse d'y aller, le comité exécutif. Parce que c'est ce qu'on appelle du sponsoring. Si on n'a pas le bon sponsor, de toute façon, le projet va se planter. On va s'épuiser et ça ne marchera pas. Donc, pour Hydro-Québec, si le COMEX n'est pas dedans, ça va être dur. Si c'est une opération d'envergure. Le mini-lab, c'est différent. C'est un patron d'équipe technique d'un secteur. Là, on en a fait sur l'alimentation électrique, sur le rail, sur plein de choses. Là, c'est quelqu'un, un ingénieur en chef dans un domaine qui peut porter quelque chose. Le Spot Lab, c'est plutôt la notion de communauté intéressante. J'étais très intéressé par les travaux d'ailleurs de Louis-Étienne Dubois à ce propos-là. Je pense qu'il y a des croisements à faire d'ailleurs. C'est de dire c'est des projets territoriaux, puisque la SNCF est un acteur territorial. On est un peu partout en France, on travaille avec des élus, on travaille avec des associations, et c'est pas simple. Vous avez la même chose, il n'y a aucun doute ici. Interlab, c'est entre entreprises. On l'a fait avec Alstom, on doit le faire bientôt avec Bombardier, on l'a fait avec Bouygues, donc le BTP, et on va le faire bientôt avec EDF, donc l'équivalent d'Hydro-Québec. C'est de dire deux entreprises qui se disent, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on fait toujours la même chose, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des trucs différents? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire autrement? Et en dessous, le mode CK, écosystème industriel, là on l'a fait sur les drones, c'est de dire on avait une communauté préexistante qui fonctionnait pas trop bien, et on s'est réunis en 2 fois en faisant du CK en direct, donc au tableau. C'est très rare qu'on fasse ça, habituellement on se laisse un peu plus de temps, de telle manière de se dire l'enjeu n'était pas de faire le meilleur CK possible, mais d'amorcer une communauté. Et après les autres, CK rétro, c'est un domaine technique existant depuis très longtemps, dans lequel il y a un lourd historique. Donc il faut d'abord débroussailler l'historique. Il y a parfois des très bonnes idées qu'on a abandonnées il y a quelques années qu'on peut reprendre, dans l'idée de rétro. Et CK Chronos, ça c'était le CK Chronos, de dire on va regarder dans le passé ce qui a pu se passer sur des domaines d'expertise assez anciens, tout à fait, le temps passe, et le CK Rétro qui consiste à dire des technologies émergentes, et le CK CIF que je ne développerai pas. Bien, après on va attaquer les exemples, ça va aller beaucoup plus vite, mais vous verrez un petit peu, ce débat-là était un peu intéressant pour vous montrer l'arrière-plan. C'est de dire, vous avez vu DKCP, donc D, Define, K, Knowledge, acquisition de connaissances, C, Concept et P, Projet. L'idée, c'est qu'il nous faut des acteurs un peu particuliers. Il nous faut des sponsors. Si on n'a pas un sponsor stratégique, un décideur, si la personne qui sponsorise n'a pas un pouvoir de décision sur le contenu et l'argent, on n'y va pas. Parce que de toute façon, on va se planter, ça ne marchera pas. Et on n'accepte pas de sponsor délégué. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Parce que le sponsor délégué doit parler au sponsor, qui doit aller discuter avec l'autre, et en général, ça boucle et il ne se passe rien. Donc là-dedans, lui, il assure le cadrage. C'est-à-dire, quelque part, on se dit, si on va là ou on va là, voilà ce que ça veut dire. Vous voyez, dans le deuxième, dans la partie K, soutien aux hors-pistes, ça veut dire qu'il y a des fois, on leur met sur la table des choses particulièrement étranges. Quand on a dit aux gens du Transilien, dans les trains de banlieue sur Paris, qu'on allait travailler avec des centres commerciaux, parce que la gare, c'est un centre commercial qui s'ignore, au début, ils ont dit, vous êtes fous. Et quand le directeur général a dit, oui, on regarde ça, ça a été un des plus beaux développements qu'on a pu faire. Ensuite, je vais détailler que les éléments rouges. L'équipe projet, ce que je disais tout à l'heure, elle est toujours métier et méthode. C'est-à-dire qu'on a une équipe méthode qui porte le projet, ce n'est pas n'importe qui, ça demande d'être formé, et l'équipe métier, c'est des gens qui sont du métier, qui doivent comprendre un petit peu le CK. Si eux ne comprennent pas, on n'arrive pas à avoir quelque chose d'intelligent. Par exemple, sur maintenance de l'infra ou maintenance du matériel roulant qu'on vient de finir et dont je parlerai ensuite, on avait une équipe projet de 15 personnes à peu près. 7 métiers, 7 méthodes. L'argumentaire C au-delà, excusez-moi, j'ai oublié les entretiens K0, c'est important dans la phase D. L'état de l'art, là je vais être provoquant, ça ne sert à rien.
Le benchmarking, ça ne sert pas à grand-chose. En gros, on fait, quand on est dans l'état de l'art, c'est ce qu'on sait. Donc on reste fixé sur ce qu'on sait, et ce n'est pas comme ça qu'on innove. Donc généralement, on s'en débarrasse en phase D. On le fait. Un gros lab, c'est une trentaine d'entretiens en profondeur, de 1 heure à 2 heures. On sait à peu près ce que les gens ont en tête. Et on se dit, ben, c'est ça qu'on met de côté, on va aller chercher autre chose. Si on reste sur ce qui existe, on va faire toujours la même chose. Ce qui veut dire que ce cas 0 est très important pour en phase K ensuite, aller faire ce qu'on appelle l'état du non-art. Alors c'est plus joli en anglais, state of the non-art, mais l'état du non-art, c'est aller voir des choses qu'une ingénierie n'a pas l'habitude de travailler. En phase C, vous voyez l'argumentaire C, si vous allez voir des arborescences qui sont assez énormes, ça c'est l'arborescence de back-office. Ensuite, on en fait une réduite, vous en verrez un ou deux exemples, qui permettent de faire en sorte que tous les participants, on va jusqu'à 100 participants, soient capables de l'expliquer à n'importe qui dans l'entreprise. C'est ça notre ambition. Ce n'est pas seulement de faire l'arborescence pour en faire. La notion de pilote de concept, c'est de dire c'est pas parce qu'on a défini des projets que c'est fini. Un pilote de concept, il soit diriger des projets et continuer à les chercher s'il n'y a pas d'autres innovations. Un projet, à l'heure actuelle, qui dure plus de 2 ans, c'est un projet qui est en difficulté s'il ne se régénère pas constamment. À l'époque de l'électronique, du web, tous les 1 an, 2 ans, il y a des révolutions. Donc si on reste avec la même liste de projets, on est à peu près assuré d'être hors jeu. Donc, les 2 éléments d'en haut, le sponsor et l'équipe projet, ce sont des rôles pérennes. C'est-à-dire ça, ce sont des rôles qui sont des rôles de fond dans l'entreprise. Évidemment, les participants, experts, connaisseurs qui forment la communauté lab, c'est-à-dire ceux qui vont participer, et le comité de pilotage, c'est un peu ad hoc, ça dépend à chaque fois du type de projet. Donc, quelque part, ce KCP canonique, que vous avez vu au départ, DKCP, on l'a un petit peu traduit, on s'est amusé à appeler ça KCPN, en disant qu'il y en existe plein de versions possibles. Et je vais vous en détailler quelques-uns, enfin détailler de manière très rapide. Donc maintenance du matériel roulant, qui est toujours en cours. Imaginez le matériel roulant. On a à peu près 16 000 trains qui sortent par jour. Pour gérer ces 16 000 trains, on a 22 usines du matériel, c'est en gros 1 500 personnes. Il y en a des qui sont un peu plus petites. Au total, ça fait à peu près 20 000 personnes. L'idée était de dire, cette fonction-là est en difficulté, il faut faire moins de 30%. Et il faut moderniser parce qu'ils ont une organisation. Je ne fais pas un dessin, vous entendez parfois parler des grèves, il y en aura une la semaine prochaine à la SNCF, le 9 mars, ça arrive. Et ce qui veut dire que là-dedans, on a parfois une organisation et des méthodes datant d'il y a 40 ans, 50 ans, parce qu'on n'a pas su évoluer. Ça marchait jusqu'à présent, à peu près. Maintenant, il faut changer. Donc, quelque part, ce qu'il y a derrière, ça j'y reviendrai un peu plus tard, sinon je n'aurai pas le temps de le faire, c'est de dire, je vous ai parlé d'un C0, c'est de dire le concept d'origine, qui est celui qui permet finalement de dire à une ingénierie, j'ai envie d'aller au-delà. Ce sont les titres rouges, maintenant à haute performance. Ce qui est important, c'est les S à haute et performance. Ce n'est pas maintenant, ça, ils savent ce que c'est. Haute performance, ils savent ce que c'est. C'est de dire les S à haute et à performance, ça consiste à dire pour un ingénieur, il n'y a pas que la technique qui compte. Déjà, pour lui, c'est perturbant. Quelqu'un qui est dans l'atelier du matériel, lui dire qu'on peut avoir des choses qui touchent à la maintenance du réseau, du rail, alors que lui gère du train, il dit mais ça a quoi à voir avec mon système? Or, un train c'est agressif pour du rail. Suivant comment vous le réparerez, vous cassez des rails. Et inversement, un rail c'est agressif pour du train. Donc, ça les amène à réfléchir autrement. Les usines du matériel ont un impact territorial. Je n'ai mis en rouge que des éléments nouveaux, des nouvelles fonctions de maintenance en allant voir des acteurs qui ne sont pas dans le monde du transport habituel. La DCNS, c'est Direction des constructions navales, c'est la marine. Un bateau qui est à l'autre bout de la terre, il n'appelle pas Brest ou Toulon en disant « j'ai un problème, vous m'avez signé un contrat, vous devez être là sous 12 heures ». Ça ne marche pas comme ça, il se débrouille tout seul. Donc qu'est-ce que c'est qu'un train auto-réparable? Ça permet de tirer là-dessus. Total, parce qu'ils ont des protocoles de maintenance absolument incroyables, ça ne bouge pas. Sauf qu'en termes de maintenance, ils ont des protocoles que nous n'avons pas et qui nous intéressaient. Airbus, évidemment, parce que, bon, ils ont quand même, là aussi, en termes de maintenance, ils sont plutôt bons. Dernier, le rétrofit en situation de maintenance. Nous, on avait l'habitude de dire, on achète un train, on l'a 40 ans, et au bout de 20 ans, on le refait au complet. Le rétrofit, ça consiste à dire, je l'améliore continuellement, tout au long de son processus de vie. Voilà, donc là, maintenance haute performance, matériel hyper innovant à usage renforcé, je peux vous dire que pour des ingénieurs, voire pour des gens du marketing quand on est sur des usages renforcés, c'est particulièrement intéressant. Ils se disent ça, je vois à peu près ce que ça veut dire.
Donc derrière la phase K telle qu'elle se présente, c'est de dire que tout ça, c'est complètement nouveau. Alors, je ne vous détaillerai pas le contenu, mais regardez le code couleur. Tout ce qui est en violet, c'est extérieur à la SNCF. C'est-à-dire qu'on dit aux gens du matériel, vous gérez du matériel roulant depuis le 19e siècle, à vos anciens, vous êtes parmi les meilleurs au monde, mais vous n'y connaissez pas grand-chose. Ça revient à leur dire ça. Il y a plein de gens à l'extérieur qui ne sont pas mauvais. Ce qui est intéressant là-dedans, dans le code couleur, c'est orange, vous voyez, là, c'est les moments, on a juste fait intervenir ce qu'on appelle le cas 0, l'état de l'art. Vous voyez, 2 interventions, en gros, c'était 4 grands chefs. Et ben, il faut les faire parler, c'est normal, cas 0, c'est bon, on connaît l'état de l'art, on passe à autre chose. Derrière, à partir de là, en vert, vous aviez, d'ailleurs c'est Pascal Lemasson qui était venu, méthode des KCP, leur expliquer que si on veut faire l'innovation de rupture, il va falloir qu'on fasse différemment de d'habitude, etc. Bon, et Eric Ballot sur les modèles de production en disant, on calcule dans l'automobile ce qu'on appelle des taux de rendement synthétique, c'est le taux de fonctionnement à plein rendement d'une usine dans le monde industriel. En moyenne, les meilleures usines au monde, c'est 60%. Dans le monde du transport, c'est entre 20 et 25%. Oui. Est-ce que c'est une même personne? Non. Alors, c'est toutes les lignes, c'est des personnes différentes. C'est 6 journées pleines. Donc, ça commence à 8 heures et ça finit en gros à 18 heures. C'est des interventions de 45 minutes, c'est des interventions d'experts. On sait qu'une intervention de 15 minutes, quelqu'un peut bluffer. 15 minutes, si on connaît un peu le métier, c'est faisable. 45 minutes, c'est plus possible. Là, il faut s'y connaître un peu. Donc, ce qui veut dire que là, une fois que l'intervention est finie, vous êtes ici en groupe, on vous divise en petits groupes, pas de questions-réponses avec la salle, parce que ça, en général, il y a toujours, passez-moi l'expression, la grande gueule du premier rang qui va poser une question et qui attire sur des thèmes pas intéressants. On les envoie en atelier, où ils préparent des questions à l'intervenant. Et ensuite, l'intervenant, en moyenne, un gros lab comme ça, c'est 6 groupes. L'intervenant prend une rafale de 12 questions, et il dit c'est d'un autre niveau que des questions-réponses avec une salle. Derrière ça, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, je l'ai mis, on a ce qu'on appelle une BASCA, c'est un document qui fait 80 à 100 pages, en moyenne, qui résume tout ce qu'on a fait. Je crois que tu en as vu un certain nombre, je crois que j'avais dû en passer, pour le projet Tech for Aid. L'idée, c'est de dire que là-dedans, on a une somme, tout l'état du non-art, c'est un sacré boulot de faire ça, hein. Ça permet de dire que finalement, tous les membres du groupe ont le document, hein, ils l'ont tous. Et ça permet de dire qu'ils ont une connaissance au-delà de l'état de l'art, de l'état du non-art, de choses ailleurs, assez intéressante. Et là-dedans, dans le violet, il y a des trucs qui les ont surpris. Allez parler de Total, quand vous faites des stations-service voiture pour quelqu'un qui gère du train, il se dit pourquoi pas, pourquoi plutôt. Et ça a permis d'aller sur des choses assez différentes. Voilà. Là, à la phase K, celle-là, il y avait à peu près 90 personnes. Ce lab-là était fait en moyenne avec 90 personnes. Donc, ce qui veut dire que là, c'est des grandes salles, évidemment. Ensuite, on essaie d'avoir le maximum de travail d'atelier. Parce que quand les gens sont en grand groupe, ils s'endorment. Mais attention, on les fait bosser. On leur donne une feuille sur laquelle ils ont une feuille. Pour chaque intervenant, sur 45 minutes, ils doivent noter les surprises, les trucs dont ils n'ont jamais entendu parler, les connaissances structurantes, les trucs sur lesquels il faut bosser, les questions à l'intervenant. Donc s'ils n'écoutent pas, en atelier, ils sont un peu embêtés. Et les ateliers de 10-15 personnes avaient des gens formés à ça. On restitue ensuite les questions à chacun des intervenants. Donc en moyenne, c'est 2 heures par intervenant. Donc sur une journée, on a en moyenne 4 intervenants. Donc, ce qui veut dire que c'est du dense. Ce qui veut dire qu'au début de la phase K, vous avez le nom dans la première ligne, Pascal Dezonnet, le directeur technique du matériel, il disait « vous n'allez pas m'apprendre mon métier ». Et à la fin, il cite la base en disant qu'il a appris plein de choses. Parce que quelque part, au fur et à mesure, les gens acquièrent une connaissance technique et dans tous les domaines possibles et imaginables qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on leur crée une culture au-delà. Et c'est là que se crée ce que j'appelle une communauté lab. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un certain temps, partagent cette connaissance que les autres qui sont en dehors n'ont pas. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à la première séance, on a 80-90 personnes. Et après, on est obligé de fermer les portes pour ne pas en avoir trop. Parce que c'est sur invitation. Hein. Ce n'est pas libre. L'entrée n'est pas libre. Hein. Parce que sinon, quand les gens savent ce qui se dit là-dedans, ils veulent venir après. C'est assez amusant à voir. Donc, phase K, ça c'est l'atelier C. Ça se débute sur 2 jours. Donc, quelque part, introduction politique, ça c'est normal, présentation, et on recharge la base K. C'est-à-dire les 80 à 100 pages, on leur refait un petit rappel, piqûre de rappel. Et derrière, re-atelier, ce qu'on appelle les ateliers K, c'est-à-dire en gros, quelles sont les connaissances intéressantes. On est toujours dans la même salle d'atelier,
ça c'est en atelier, vous avez une page qu'on appelle la réserve de cas. En gros, les choses qu'on a envie d'utiliser en disant ça c'est important. Derrière, on travaille en atelier par en gros des séquences à peu près 1h15, 1h30. On sait que la première séance ne sert à rien, ça s'appelle la phase de deuil. En gros, les gens purgent toutes les mauvaises idées, toutes les bonnes idées, tout ce qu'ils pensent être des bonnes idées. La première phase, elle ne sert à rien, ça s'appelle comme ça. On sait que cette phase-là, c'est toutes les idées dont ils pensent que c'est génial, et en fait, ce n'est pas si génial que ça. Il faut une deuxième phase avant qu'ils rentrent dedans. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc ici, premier atelier, on explore des concepts projecteurs, on va voir ce que c'est. Deuxième, on les approfondit. Deuxième journée, on a travaillé l'aspect mots croisés avec Frédéric Touvard, que certains d'entre vous connaissent, pour réembrayer d'une manière un petit peu étonnante. Troisième, réexploration des concepts projecteurs, là on va en profondeur. Et le quatrième, émergence de projet. Donc, la manière dont se construit, vous rappelez la maintenance du matériel roulant en haute performance, vous rappelez l'arborescence, on sait. Le haut des arborescents, le haut des branches, au début, dans la phase D, on construit ce qu'on appelle une arborescence de contrôle, une arborescence CK de contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, à travers les entretiens K0, à 80%, on a le corrigé du KCP. Parce qu'il y a plein d'idées qu'il faut avoir et qui sont des idées relativement évidentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 20% qui est vraiment en rupture. Le 80%, là, on l'a déjà. Donc là-dedans, on a cette arborescence avec ce C0 qui est détaillé en grandes branches. Et chacune des branches, on lui met un concept projecteur dessus. Un concept projecteur, ça se présente comme ça. Maintenant, souple, rapide et robuste pour un gain de 30%. 30%, ça ne se fait pas en nettoyant dans les coins. Ça ne suffit pas. Repousser les limites, maintenant bas 0, il faut tout revoir. Derrière cela, il y a un quadrillage avec 6, qu'on ne montre pas évidemment aux gens qui sont dedans, il y a 6 zones. Chacune des zones correspond à des sous-questions qui permettent de faire qu'en mode d'animation, on leur demande, on leur laisse 5 minutes pour prendre le titre et de dire à quelles images ou mots ils l'associent. Donc vous allez avoir des gens qui vont associer ce qui est en haut à gauche, d'autres à ce qui est en bas à droite. Rien qu'à travers ça, le débat naît. Et de ce débat-là va naître des mélanges qui ne sont pas encore des concepts, mais des mix qui vont permettre de développer des idées. Donc maintenant, vous avez vu comment un concept projecteur, on les bâtit toujours de la même manière. Enfin, en gros, 2 sur le cœur de production, donc efficacité et efficience de la maintenance. Donc celui que je vous ai monté, maintenance souple, la juste maintenance, donc grâce au smart, comment est-ce qu'on va faire le bon niveau et pas à faire de la surmaintenance. Et ce qui est en rouge à droite, c'est ce qu'on appelle un peu des crazy concepts. La maintenance transparente, la maintenance qui disparaît. C'est d'ailleurs Frédéric Touvard qui s'occupait de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la maintenance qui n'existe plus. C'est la maintenance qui ne gêne plus l'exploitation, qui fait que le train ne s'arrête jamais. On peut réparer à bord du train pendant que le train roule. On a inventé des trucs absolument amusants là-dedans. Et le dernier, c'était les valeurs ajoutées. Qu'est-ce qu'on avait mis? Je le vois plus. L'attente, c'était d'aller la maintenance à impact positif. C'est-à-dire, on sait faire des choses qu'on pourrait faire dans d'autres domaines. Par exemple, dans une ville du sud de la France, Béziers pour ne pas la nommer, on a un atelier qui a un problème de plan de charge. Réparer un train, c'est compliqué. Réparer des bus, c'est plus simple. Donc ils ont gagné un contrat pour réparer les bus de la ville d'à côté avec un atelier de maintenance matériel roulant ferroviaire. Donc ça leur a permis de faire des choses qui pour eux étaient complètement inédites. Donc le concept projecteur, c'est ça. Derrière, je ne vous la détaille pas parce que ce n'est pas l'enjeu. D'arborescence finale, ça se présente comme ça. Ça, en gros, ça fait ces 2 feuilles à 0. C'est énorme. Derrière ça, on a vérifié ce que disent les mines. C'est que vous voyez verticalement, par exemple, ce qui est en haut à gauche en violet, il faut 6 ou 7 niveaux de partition d'arborescence avant d'arriver à des projets un peu intéressants. En dessous de ça, on a des projets assez classiques. Tous les petits trucs en violet non entourés, vous voyez, ce sont des projets potentiels. Un lab comme ça, il y en a à peu près 120. Sauf qu'à l'arrivée, alors pour lire une arborescence par rapport à ça, je vais vous l'expliquer en 2 mots. En général, je vais même passer à la planche suivante, ça ira plus vite. Vous avez un C0 et vous avez le dominant design, c'est-à-dire la manière dont habituellement ça fonctionne. C'est assez simple, ça fonctionne comme ça. Donc en général, on a des composants, produits et services. Au-dessus, on a une organisation qui permet de faire vivre ces composants et ces processus. On peut avoir des relations avec les autres sous-systèmes et on peut aller à l'extérieur. Le pivot, c'est de dire le moment en dessous, où ça change de nature. En dessous du pivot, l'ingénierie travaille entre elles, c'est elle toute seule. Au-dessus du pivot, elle est obligée de travailler avec d'autres. Donc, tout l'enjeu là-dedans, c'est de dire qu'en général,
Une ingénierie va travailler en dessous du pivot. Elle n'a pas intérêt à travailler les autres, chacun chez soi. Attendez, les électriciens avec les gens du matériel, c'est pas pareil. Hein. Ce n'est pas les mêmes ingénieries. Donc quelque part, en dessous, ils travaillent entre eux. Au-dessus, on va aller chercher autre chose. Donc ce qui veut dire que là-dedans, ce que vous avez, si vous le poussez un cran plus loin, c'est qu'en dessous, on est dans le métier. Là, après, on va dans les autres fonctions et on va les chercher à l'extérieur. Aucune ingénierie ne va naturellement à l'extérieur. C'est naturel. C'est comme ça. Donc, si vous rappelez le premier, cette arborescence-là, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça peut fonctionner, nous, on l'a réduit. C'est-à-dire que les gens ne voient pas la grande arborescence qui est du back-office. Ça, c'est l'arborescence technique de l'équipe projet. Ça, on l'a faite à 15 et ça prend à peu près, non pas à 15, on est 2-3 à la fabriquer et on l'a validée à une quinzaine, ça prend à peu près 2 mois de travail. Ça, c'est ce que doivent connaître tous les gens qui sont dans le groupe. Les 80 à 100 personnes sont capables d'expliquer ça. Alors, je ne vais pas vous le détailler parce que là, on est dans de la technique ferroviaire, ce n'est pas forcément intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le réduit à très peu de choses. C'est un discours, on appelle ça un argumentaire conceptuel. C'est l'idée qu'ils sont capables d'expliquer la frontière. Quand vous avez quelque chose comme ça et qu'ils sont capables de l'expliquer, ça a une vraie valeur. Et on le voit, je vous en montrerai une autre ensuite sur le mass transit. Alors derrière, on a évidemment les explications, etc. Mais je préfère vous parler de celle-là. Celle-là, elle a un peu plus vécu. L'autre, elle date de l'année dernière. On est encore dans la phase de construction. Ce que vous voyez là-dedans, c'est que si on avait laissé le Transilien travailler tout seul, il n'aurait fait que le violet. Enfin, le violet, le carmillon SNCF, c'est à peu près la couleur. Là, il a un peu muté. C'est de dire il aurait travaillé sur des trains plus gros et un peu d'ingénierie, de smart, histoire de dire on va mettre un peu de logiciel, ça va être mieux et ça va fonctionner. La maîtrise de la demande, des espaces sans bouchons dans des gares d'une nouvelle nature, la co-construction et les voyageurs, ils n'auraient pas travaillé là-dessus. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous vous reportez à ici, ils auraient travaillé dans le métier. Éventuellement, ils seraient allés sur le bleu. Éventuellement, en mettant un peu de connaissance de la demande avec le marketing. Sauf que, on sait que les techniques dont on dispose ne suffisent plus. Le vert et l'orange, ils n'auraient pas travaillé dessus. Donc l'intérêt, c'est que là, on l'a faite il y a 3 ans, celle-là, elle est toujours en cours, il y a une 50aine de projets lancés. Celle-là, je peux vous dire que les gens la possèdent complètement. C'est l'arborescence qui permet de discuter avec absolument tout le monde. Ce qui est important, c'est ce travail qui aboutit à une très grande arborescence et avoir quelque chose de partagé par tout le monde. Et derrière cela, ce que vous avez, j'ai oublié de vous préciser, les mini-labs et des thèses de scie, vous voyez, 3 thèses lancées, des thèses professionnelles, histoire de se dire, derrière ça, il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est, on va plus loin. La Transilien modulable, on travaille avec l'école des ponts et chaussées. C'est de dire que désormais, avec 11 000 trains sur Transilien par jour, 16 000 partout en France, mais 11 000 en Ile-de-France, c'est toujours, on n'est jamais en ce qu'on appelle en mode nominal, en fonctionnement normal. Il y a toujours des petits incidents. Or, les modèles mathématiques de recherche opérationnelle dont on dispose à l'heure actuelle, pour faire simple, c'est de la programmation linéaire, c'est-à-dire c'est des choses qui datent d'il y a 40 ans, 50 ans. Ça a bien fonctionné, ça ne marche plus. Désormais, il faut passer à ce qu'on appelle des modèles stochastiques. Donc là, on a fait un mini-lab exploitation agile, c'est de dire comment on met de l'agilité dans quelque chose qui n'est pas prévu pour en avoir. Avant, on gérait avec un plan de transport, avec des choses un peu prévues à l'avance. On sait que le paradigme de la planification, c'est fini. C'était à l'époque où on n'avait pas les moyens de manager en temps réel. Maintenant qu'on a les moyens de manager en temps réel, autant l'utiliser. Donc ça veut dire que là, l'arborescence, je ne la détaille pas, elle est là, mais elle va excessivement loin. On retrouve les mêmes logiques. Et dans le jaune au milieu, on s'est intéressé plus particulièrement à ce que ça veut dire en termes de changement de compétences des gens. Auparavant, on applique la règle, on est dans une procédure, là on demande aux gens d'intégrer des compétences de diagnostic. Donc on passe d'un retour d'expérience à un retour d'expérience avec système d'aide à la décision. C'est pas pareil. Bon, Minilab, là je vais passer plus rapidement parce que c'est la même chose en plus réduit. THTC2, c'était pour le monsieur d'Hydro-Québec, ça veut dire très haute tension à courant continu. Depuis 1880, débat entre Tesla et Edison, on faisait surtout du courant alternatif parce que ce pauvre Edison, ses usines, elles explosaient, elles brûlaient avec le courant continu. Maintenant, on sait le maîtriser, donc on va repasser des lignes en courant continu à 12 kV. Alors on le fait avec EDF. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est pas ça, parce que ça, à la limite, c'est de la technique, on sait faire, c'est ce qu'on appelle les bonus. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir fait un système technique nouveau, du courant continu, bon ça c'est de la technique, ça nous a permis d'avoir des choses totalement inédites. On a déposé des brevets sur le start and stop par la caténaire.
En courant alternatif, on ne peut pas avoir du start and stop par la caténaire. La caténaire, c'est le fil au-dessus. Quand vous êtes en courant continu, vous avez un courant porteur, vous en mettez un autre dans l'autre sens, et ça arrête votre train quand il est en gare. Donc ça consomme moins, etc. On a pu avoir des isolateurs à défaut visible. Le courant CPL, quand vous ne voulez plus avoir de fil chez vous, vous mettez des prises. On est en train de faire la même chose que le Wi-Fi passe par la caténaire. Puisque dans les trains à grande vitesse, on ne sait pas faire autrement. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire la même technique du lab, là appliqué le MILab sur une fonction technique, nous a permis d'aller faire des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas été sur ces trucs un peu étranges, on n'aurait fait que de la technique. Bon, la BASCA, ça je ne la repasse pas, l'arborescence, bon, ça c'était la partie, voilà, la roadmap, ça on ne va pas la passer, pour plutôt arriver là-dessus en disant une autre manière de faire, ce qu'on a appelé le Spot Lab. Là, c'est du territorial pur. On a désormais ce qu'on appelle une régionalisation. Maintenant, il n'y a plus que 13 régions. Chacune des régions signe un contrat avec la SNCF qui nous dit, voilà, vous devez faire ça, ça, ça et ça, tant de trains, de telle manière, etc. Et il y a un volet innovation. Évidemment, les régions ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Donc là, on a travaillé, il y avait 13 régions sur les 22 à l'époque, ça fait un peu moins maintenant, en se disant comment est-ce qu'on peut faire autrement. On ne peut pas faire un KCP grand format à 80-100 personnes, parce qu'un an, on n'a pas le temps. Là, on a travaillé en 4 demi-journées, et plutôt d'avoir la phase K, C et P, on a un peu mélangé les choses, en disant finalement, on a fait une première séance périmétrage et problématisation, qui consiste à dire que finalement, là-dedans, la première, plutôt que de faire le K0 avant, on n'a pas le temps d'aller faire les entretiens et surtout on n'a pas les gens, on va le faire en direct. Donc on a une technique sur cette première séance qui permet de comprendre quel est leur imaginaire, de telle manière de s'en départir ou plutôt d'aller à côté. Conception collective, même principe, concept projecteur. Contextualisation, parce que comme on est dans des régions, il va bien falloir revenir sur des problèmes qui concernent les gens. Là, on n'est plus dans de l'ingénierie technique un peu hors sol. Et les perspectives en disant qu'est-ce qu'on fait demain. Bon, là, je ne vais pas détailler ceci. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi on a été obligé de faire ça? Parce que le passage du transport à la mobilité change beaucoup de choses. J'ai presque fini. Le passage du transport à la mobilité change beaucoup de choses. Le transport, c'est 19e siècle. C'est des objets techniques, des objets lourds en acier. C'est des choses qu'on faisait, c'est le hardware. On est en train de connaître la même évolution que l'informatique. On peut dépasser du hard au soft, la mobilité. Maintenant, on est en train de passer au socialware, au everywhere. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a un avis là-dessus. Alors qu'auparavant, quand c'est du hard, c'est des ingénieurs bien carrés. Quand on passait au soft, à la mobilité, déjà on introduisait, le marketing n'est arrivé dans les entreprises de transport que dans les années 80. Avant, il n'y en avait pas. Ce qui veut dire qu'auparavant, le voyageur, c'était un usager. Maintenant, on considère que le voyageur a une valeur et qu'il y a des gens qui savent travailler avec lui. Donc désormais, le socialware, c'est les réseaux sociaux. Donc, ce qui nous a amené à nous dire qu'il y a deux manières de travailler la question. Comment est-ce que je peux étendre le transport vers la mobilité? Donc, je rajoute des fonctions, je fais des machins avec. En fait, je fais du plug and play. Je donne quelque chose au voyageur qui est utilisable tout de suite. De la mobilité au transport, c'est je dis les gens n'utilisent pas les transports particulièrement. Comment est-ce que je peux m'intéresser à ce qu'ils font de telle manière de voir ce que je peux leur proposer. Donc une notion un peu d'open source, on va le fabriquer avec les gens. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça nous a amené à travailler des acteurs avec qui on n'aurait jamais travaillé. Vous voyez les cercles concentriques, historiquement, on n'aurait travaillé que dans le cercle au centre. C'est-à-dire le TER, Transport Express Régional, et l'autorité organisatrice, l'autorité régionale. Juste autour, ces acteurs-là, on leur a expliqué à la fin du projet, voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qu'on a décidé. Et le cercle extérieur, on n'aurait jamais travaillé avec eux, ce sont les associations, les vrais voyageurs, des entreprises, etc. Donc l'idée a été de dire comment est-ce qu'on peut travailler avec tous ces gens-là. Et donc là, ce qu'on fait pour faire ça en amont, un Ideas Watch, alors désolé, les anglicismes en France, on les manipule un petit peu trop, et j'en suis désolé, mais ce sont des vrais slides qu'on utilise en plus. C'est de dire, on a voulu faire du provoquant, supprimer les fausses bonnes idées. C'est-à-dire les trucs qu'on va toujours nous dire, vous savez, le 80% évident. Donc en amont, quand on recrute des gens, on leur donne ça et on discute avec eux. Ce qui nous permet de purger les idées évidentes et de voir finalement ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Ce qui nous permet derrière, là je ne les ai pas détaillés parce que ce n'était pas l'enjeu aujourd'hui, en conception collective, de dire qu'on recommence avec des concepts projecteurs. On recommence à travailler avec des groupes, en gros là c'est plutôt 30-40 personnes. Là on avait travaillé le premier, si je le lis, c'était le voyageur à mobilité augmentée.
plutôt le voyageur à mobilité réduite. La gare sociétale, comment la gare peut faire des choses autour d'elle. Troisièmement, les mobilités flexibles. À l'heure actuelle, c'est un plan de transport, c'est des horaires fixes. Comment est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus souples? Ce qui permet d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, une arborescence. La logique de rupture, l'arborescence réduite, toujours pareil, on fonctionne toujours de la même manière, mobilité et tempos sociétaux, en se disant que finalement, la mobilité à l'heure actuelle ne sait pas s'adapter au rythme de vie des gens. Enfin, plutôt, le transport ne sait pas s'adapter. Donc, comment est-ce que la mobilité peut s'y adapter? Alors, c'est certainement pas en bas. Transport, voyage, au niveau de service, multimodalité. La multimodalité, c'est le rêve d'il y a un siècle. C'est-à-dire qu'on a à peu près tous les transports pour faire ce qu'on veut. Ce qu'il y a à gauche est beaucoup plus intéressant. Mobilité territoriale, c'est-à-dire qu'on travaille là-dessus sur des logiques permettant aux gens finalement d'avoir une approche de leur vie quotidienne sur un territoire donné et comment à partir de là, c'est le transport qui s'adapte à leur vie quotidienne et pas l'inverse. Et individu écosystème, c'est de dire qu'on va travailler avec des entreprises, des startups, tout un ensemble de gens qui ont intérêt à venir dans les transports pour développer de la valeur qu'ils ne pourraient pas faire autrement. On a créé des clubs de start-up à bord de train avec ça, sur la ligne Amiens-Compiègne. C'est une de nos surprises. On n'aurait jamais pensé faire des choses comme ça. Bon, ça c'est l'explication des concepts. Bon, là, l'idée qui est intéressante, c'est la même arborescence donne lieu à ceci derrière. On ne s'arrête pas à une arborescence, on a toute la liste des projets, le concept projet qui est un truc qui est moitié une idée, moitié un projet potentiel. Et là, on travaille en mode CK, questions associées, en gros, c'est le C. Et les connaissances existantes, c'est un peu le cas, mais le cas un peu disponible. Qu'est-ce qu'on pourra aller chercher ailleurs? Élément suivant, on rajoute les partenariats. C'est-à-dire que dans des projets comme ça, ce qui est important, ce n'est pas tant les projets qu'on développe que l'amorçage de relations après le Spot Lab. C'est beaucoup plus important que les projets en tant que tels. Une communauté lab qui fonctionne là-dedans, c'est que derrière, elle sera elle-même capable de s'auto-alimenter en projet. Et derrière ça, nous, on n'intervient pratiquement plus. Voilà, un des projets qu'on a fait, le Lorient Express, sans apostrophe. L'idée étant de dire, on a des voies de ferroviaires avec très très peu de trains, et les élus locaux ne veulent pas qu'on les ferme parce que ça serait une ville qui meurt. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre des trains sur des voies où il n'y en a pas? Donc, on a travaillé avec le comité régional du tourisme pour visiter la Bretagne par des voies où il n'y a personne. Les gens dormiraient dans le train, comme dans l'Orient Express, sur des voies de service, et ça serait le restaurant local gastronomique ou pas d'ailleurs, qui pourrait servir à bord des repas. Le comité régional du tourisme a fait une enquête marketing, ça va faire un carton, on va le lancer, ça, avec des vieux trains reconditionnés. Donc, vu qu'on a les voies dont ça ne se sert pas, pourquoi ne pas le faire? C'est une anecdote, c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir des projets relativement sympas. L'Interlab, ça je vais passer plus rapidement. Pour vous dire là-dessus, c'est entre entreprises, pour aller plutôt à ceci. Voilà, je vais plutôt prendre celle-ci. C'est de dire là, Alstom, ça aurait pu être Bombardier, mais c'est Alstom, nous a contacté en disant voilà, on a envie de faire un TER hybride. Bon, un TER hybride, c'est assez classique. Un TER, c'est transport express régional. Un train hybride, bon, c'est un truc assez évident. Ils n'arrivent pas à le financer parce que c'est 80 millions d'euros, donc ça ferait un peu plus, 120 millions à peu près de dollars pour un prototype. Donc, ce n'est pas donné. Ils disent, bon, on ne va pas y aller comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut le vendre à des régions? Ils se disaient, on a besoin d'avoir des régions qui préachètent des choses en se disant, finalement, comment on peut faire? Si on avait travaillé uniquement sur le train, on aurait travaillé sur le verre. C'est-à-dire qu'on aurait été sur des stratégies d'hybridation, une pile plus ou moins grosse, de la récupération par le freinage. Le jaune, on a intégré les exploitants et pas que les ingénieries techniques de fabrication de trains. Le bleu, on a intégré les énergéticiens, et dans le violet au-dessus, énergie sociétale. Ça, c'est ce qui a fait tilt, ce qui a fait que les exécutifs régionaux se sont dit « ça m'intéresse » parce que c'est cohérent avec la COP 21, c'est cohérent avec le développement durable. Ça, je sais le vendre à mes élus. La technique, ils nous font confiance, ils ne veulent pas. Les techniciens, eux, ils resteraient en bas. En haut, on est dans quelque chose de plus politique et de sociétal. La propriété du CK, c'est aussi de travailler à toutes les échelles. Si vous rappelez l'analyse d'une arborescence, si on est en bas dans la technique ou si on est en haut à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc maintenant, je vais passer rapidement sur ci si on n'a pas le temps. Pour terminer sur... Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a plus que 3 slides. J'ai fini, je surveille l'heure. Désolé pour le temps. Bon, ça, on en a déjà discuté. La R&D, je ne vous le détaille pas, mais c'est de dire
quelque part quand vous aurez les slides, c'est de dire que finalement, entre la recherche et le développement, tout le travail que nous avons fait et que nous faisons, c'est d'introduire une fonction innovation qui régénère, ce qui était marqué sur la slide précédente, à la fois le R et à la fois le D. Le R, dans la recherche en entreprise, souvent elle a tendance à tourner en rond. Elle veut jouer l'INRS ou le CNRS sans en avoir les moyens. Donc, il faut qu'elle trouve sa propre identité. Sa propre identité, elle lui est donnée par le fait qu'à travers les labs, on cerne des enjeux de recherche appliquée, de recherche entreprise, que ne prend pas forcément en charge la recherche fondamentale, et qui peuvent être très intéressantes à développer. Donc le I permet au R de trouver une existence, et le I vers le D, c'est de dire qu'à un moment donné, il va bien falloir les développer, ces projets, il va bien falloir fabriquer des choses, il va bien falloir revenir en conception réglée, en management de projet. Donc voilà, donc à partir de là, ce modèle M1, si on revoit tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que finalement, en 2009, il y a eu une directrice, Marie-Pierre Ménard, à la SNCF, qui a été une intrapreneuse institutionnelle, pour parler en termes un peu plus management, qui finalement s'est dit, le modèle habituel R&D, ça ne marche plus, il faut faire autre chose. Elle s'est dit, je veux endogénéiser l'innovation. Je veux créer en interne une équipe qui va faire autrement que la R&D classique. Donc, mettre un I entre le R et le D. Quelque part, c'est ce que j'essaie de développer, c'est de dire que ça nous a permis d'avoir un modèle d'innovation un peu différent, dit en triple inconnu et pas seulement en double inconnu. Double inconnu, c'est une inconnue de produit et de marché. C'est-à-dire que dans l'innovation, souvent, on ne sait pas quel est le produit au départ et on ne sait pas quel est le marché, c'est un peu variable. Là, on a une troisième inconnue, c'est les acteurs. Une entreprise industrielle ou de service n'a pas ce problème-là. Elle sait à peu près ce qu'il va acheter ou pas. On peut à peu près le cerner. Nous, dans notre domaine du public, les acteurs, on ne sait même pas qui c'est. Tout le monde est potentiellement acteur du transport public. Donc, quelque part, on a une troisième inconnue. Est-ce qu'elle est uniquement publique ou pas? Je ne le sais pas. Ça fait l'objet de développements sur lesquels on est en train de creuser. Donc, quelque part, le modèle qu'on est en train de développer désormais, qui fera un peu l'objet du travail de thèse que j'essaie de développer, là c'est sans garantie du gouvernement, au sens que c'est des travaux très, très préliminaires, c'est que le lab, c'est une méthodologie originale. C'est plus du KCP classique. On a essayé de le bouger. On a essayé de développer à partir du KCP d'origine différentes versions. Donc, quelque part, c'est une démarche cognitive et partenariale, ça c'est assez classique, hein, savoir et relation, dans ce que disaient les mines, c'est assez classique. On a rajouté là-dedans une dimension institutionnalisante, et vous verrez plus tard, d'une institutionnalisation éphémère. Ce qui peut paraître un oxymore. C'est-à-dire qu'on peut dire d'un côté, une institutionnalisation, ça va durer. Là, on est sur quelque chose qui est borné dans le temps, et qui, pendant ce moment-là, va créer un rythme un peu particulier au sein du lab. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve les réseaux internes et externes existants. Ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que quelque part, on ne se préoccupe pas de créer un nouveau réseau, de créer une nouvelle communauté. On joue un peu le coucou, on s'installe dans les communautés existantes, et à partir de là, ces communautés-là, on travaille avec elles. On maintient à un deuxième niveau, corporate sociality, l'idée étant l'identité de l'entreprise, la manière dont fonctionne l'entreprise au quotidien. L'intérêt, c'est que ce n'est pas exactement une construction de communauté, puisqu'on n'a pas besoin de la construire, on s'adapte à celles qui existent, on leur donne une existence, on leur donne une frontière à franchir. Et ce que ça nous a amené à voir, c'est que finalement, ça vérifie l'hypothèse que le CK, c'est un langage universel de l'innovation. Alors, langage chimérique de l'innovation, le C, ça veut dire, c'est l'idée, la frontière de la vision. C'est de dire, je veux créer une chimère, un truc qui n'existe pas. Dans l'innovation classique, c'est la même chose avec un peu de peinture brillante. On dit, on veut créer un truc, peut-être un animal un peu fantastique. Et ça permet, le CK, de dire que le C, c'est finalement ce langage chimérique, ce mythe, et de l'autre côté, le langage des ressources, parce que quelque part, pour explorer, pour fabriquer des choses, il me faudra quand même des ingénieries. Donc quelque part, on passe d'une logique où tout ça a été disjoint à une logique où on travaille sur les deux en même temps. Ce langage est indépendant de la stratégie, il permet de la revisiter, c'est-à-dire qu'il ne part pas en top-down en disant la stratégie c'est ça et derrière je fais ça, il est plutôt dans une logique de test de la stratégie, de test de robustesse de la stratégie, en disant finalement, à travers ça, je vais gérer les risques stratégiques en disant l'innovation c'est un risque, puisqu'on va aller sur des choses qui vont peut-être tuer des ingénieries internes, mais on maîtrise le risque, on est capable de vous expliquer pourquoi, si on ne fait pas ça, on va au-devant de problèmes beaucoup plus graves. Donc,
ce que j'ai mis entre parenthèses en dessous, la capacité collective de conception, c'est une expression SNCF. Quand vous n'êtes pas de la SNCF, on dit vous n'êtes. En gros, les gens qui plutôt ont toujours été à la SNCF parlent de SNCF première langue. En gros, vous êtes un autochtone ou vous ne l'êtes pas. Vous imaginez un peu l'ambiance de l'entreprise. Et là, on a eu des gens qui nous ont dit, en participant à un certain nombre de labs, qui sont en train d'acquérir une logique finalement de CK première langue. C'est-à-dire qu'ils sont en train, désormais, dans les labs, on parle en CK. C'est-à-dire que les gens sont capables de vous situer. Ça, c'est une idée, mais on n'a pas de connaissance. Ou ça, c'est une connaissance. Parce qu'on a un rapport, parce qu'on a quelque chose, ils sont capables de vous le situer. C'est quand même assez intéressant, après 5 ans, de voir cet élément-là. Et là, bon, c'est vraiment le dernier point, mais ça, c'était pour faire plaisir à Christophe. Je voulais un peu en discuter avec toi, parce qu'on a trouvé ce mot-là avec Armand il y a 15 jours. C'est la notion de narration solidarisante. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour ça qu'on les met entre guillemets, parce que ce n'est pas le bon mot encore, c'est de dire que le CK, c'est une narration. C'est une explication, c'est une histoire qu'on raconte. Cette histoire-là, elle est à destination du COMEX. Ça permet de lui donner un nouveau grand récit sur lequel il peut s'appuyer. Avec Franck Escoub, on travaille sur la dimension de Tech for Rail. Vous voyez l'idée de régénérer la dimension technologique dans le ferroviaire. Pour des ingénieries, c'est la notion de frontière. Cette narration est importante. Pour les autres secteurs, marketing, etc., une vision partageable au sens qu'ils sont capables de vous trouver des clients pour cet élément-là. Alors qu'un ingénieur, ce n'est pas son problème. Le langage, il est générique. Mais le plus important, c'est le deuxième, il recompose les ingénieries, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la transdisciplinarité. Dans la durée d'un lab, ce qui est intéressant, c'est qu'un ingénieur en électricité peut parler de télécom ou d'autre chose. Donc on sort des disciplines habituelles. Un des enjeux des labs, c'est de faire que les gens ne raisonnent plus par discipline uniquement. Évidemment ils appartiennent à une discipline, mais ils mettent la pancarte dans le dos de telle manière qu'on discute un petit peu sur le fond. Donc voilà, puis après la dernière, c'est pas forcément important, c'était un élément juste de dire que si l'institutionnalisation éphémère, c'est de dire cette idée de bornage, de dire qu'un lab, c'est un moment un peu différent. Nous, on le pousse comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le quotidien normal de l'entreprise. On en fait un événement qui permet de faire en sorte qu'on lui donne un rythme un petit peu particulier. Et l'aspect institutionnalisation, évidemment, il faut bien recréer une routine là-dedans. L'intérêt d'avoir des séquences, de ne pas le faire un lab ou un mini-lab sur 2 journées à coller, c'est que ça permet aux gens finalement de s'habituer, d'acquérir un langage, et on les fait à 1 mois de distance, ça leur permet quelque part finalement de rentrer dans une logique où ils prennent des points de repère, donc une forme de routine un petit peu légère. Donc voilà, écoutez, merci, vous avez des questions, désolé d'avoir été plus long que prévu, beaucoup plus long même.